qu'il se soit suicidé ou qu'il soit demeuré vivant, Oufke savait qu'il était mort. Car ces deux complices n'ont pas hésité à dire la vérité. Là où il s'était réfugié, l'autre, à 2 heures du matin, en tête à tête en face de moi. Est-ce que les éléments dont dispose Votre Majesté jusqu'à présent sur l'enquête lui permettent-ils de dire si le complot date de très longtemps ou s'il a été conçu dans les derniers jours avant l'arrivée de Votre Majesté de France? Ce sera certainement la dernière réponse que je ferai, parce qu'il est déjà 8 heures. Vos telex vous attendent et vos rédactions aussi. Mais je tiens à vous dire une chose, c'est que j'ai vu en tête à tête le lieutenant-colonel Amkran, qui a été la cheville ouvrière, non pas du complot lui-même, mais de l'exécution. Il ne peut plus voler. Et quand je pense que c'est moi qui l'ai envoyé à l'hôpital Necre pour se faire soigner, il est condamné, il a des reins qui sont en très mauvais état, c'est le professeur Amburger qui l'a soigné. Et donc, vu le crâne, je lui dis, écoute, mon vieux, même si tu ne meurs pas devant le peloton d'exécution, est-ce que tu sais que tu es condamné et qu'en principe tu devrais mourir d'ici 1 an et demi? Il m'a dit, je ne savais pas la date, mais je savais que j'étais condamné. Alors je dis, bon, écoute, ce sera peut-être pour toi un moindre regret. Quand cela a-t-il commencé? Il m'a répondu, Majesté, cela a commencé le 14 juillet 1971. C'est-à-dire que 4 jours après Frérat, il était entrepris, chambré, le cerveau lavé par le général Oufke. Maintenant, quant au complot, il ne faut pas oublier, et les patrons militaires d'Oufke en Indochine vous le diront, qu'Oufke était l'homme des coups de main. Ce n'est pas l'homme des batailles rangées, c'est l'homme des coups de main. Le complot a dû jaillir dans son esprit 2 mois avant, ou 3 mois. Et là, une petite anecdote qui sera très intéressante, et qui pourra peut-être encore une fois démontrer le fair-play du Maroc à l'égard de ceux qui veulent absolument être contre lui. C'était au moment de ma tournée dans le sud, et je me trouvais à Agadir, et Oufke me dit, tiens, il y a le président Kadhafi qui va se rendre à Nouakchott, si seulement je pouvais savoir son plan de vol, qu'est-ce que vous penseriez si on lui envoyait un F-5, lui rentrer dedans en plein désert et revenir? C'est le peu. Je dis, mais enfin, Oufke, tu es fou. Il m'a dit, si, on fait le coup. Je suis maintenant. Je dis, d'abord, il y a 2 choses qui, d'abord, ce n'est pas pensable. La deuxième, supposons même que nous sachions son plan de vol, son niveau, sa route, et que nous l'atteignions, dis-toi bien qu'il y aura une enquête, on retrouvera des traces de balles, de roquettes, les F-5, il n'y en a pas dans la région, il n'y a que le Maroc qui dispose de F-5, alors tu t'imagines immédiatement le scandale international que cela ferait, piraterie en plein ciel contre un chef d'État. Deuxièmement, j'ai dit à supposer que ce sont là des mœurs qui ne sont pas dans les traditions marocaines. Oh non, c'est vraiment dommage. Si seulement je pouvais savoir. J'ai dit, au fait, je t'interdis formellement cette histoire. Et je n'étais pas seul, il y avait avec moi 2 ou 3 témoins, dont le colonel Liussi. Quand j'ai vu l'escorte, que je n'avais pas demandé, Dieu m'est témoin. Et ma voix est enregistrée sur la boîte noire, j'ai dit à Kenitra, rappelez l'escorte d'urgence, je n'en veux pas. Immédiatement, mais comme dans un film, ou comme dans cette préscience de ceux qui vont être confrontés avec la mort, j'ai immédiatement la conversation d'Agadir m'est revenue en tête. Mesdames et messieurs, je pense que tant dans mes 2 discours qu'à travers mon préambule,
et que dans la trame des réponses que j'ai pu vous faire, vous avez pu vous faire à peu près une idée, je ne dirais pas complète, mais je dirais globale, du drame que je vis. Aussi vous demanderai-je, quelles que soient vos opinions, un peu de silence s'il vous plaît, je vous demanderai, quelles que soient vos opinions, quel que soit le courant politique qui vous anime, de traduire ma conférence et les sentiments qu'elles vous auront inspirés avec le maximum de respect à l'égard d'une institution qu'on appelle l'armée, à l'égard d'un pays qui souffre, qu'on appelle le Maroc, enfin, à l'égard même de cette chose combien noble que vous manipulez et qui s'appelle la plume, car cette plume inspire non seulement les pensées, mais les sentiments de ceux qui la lisent.